Bienvenue sur Hémisphère droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre agence digitale qui vous accompagne sur les différentes phases de votre projet, la recherche utilisateur, le design d'interface utilisateur, ainsi que le développement de sites internet et d'applications mobiles. Salut Antoine. Salut Anna. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère droit et je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis très ravi de pouvoir y assister. Moi, c'est Antoine, j'ai 30 ans. Je suis designer actuellement chez Memobank. Je travaille dans le design depuis un peu plus de 10 ans désormais. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait de l'agence, j'ai travaillé beaucoup sur du produit, j'ai fait du freelance, j'ai fait un petit peu d'entrepreneuriat et je suis de retour en tant qu'employé désormais. Super intéressant. Écoute, à ce niveau-là, moi, ce que j'aimerais creuser avec toi, c'est justement un peu les différentes étapes de ton parcours. Donc, tu as commencé chez Algolia, tu as fait différentes entreprises entre-temps et puis tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat avant d'arriver chez Memobank. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le process et le mindset dans lequel tu es aujourd'hui ? Je pense que l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui est assez différent de ce que je pouvais avoir auparavant. Disons que j'ai tendance à avoir tendance à un peu, comment dire, je dirais, essayer de m'en foutre un peu de tout ce qui ne va pas me concerner directement, dans le sens où je pense qu'il y a énormément de sujets, notamment dans le design, où on peut avoir un intérêt. Et c'est quelque chose où, notamment quand j'étais designer junior, étudiant, où il y a énormément de sujets, on se rend compte que finalement, il y a tellement de sujets qu'on pourrait passer notre temps à apprendre de tout. Et désormais, j'essaye plus de me concentrer en fait sur être bon dans ce que je fais, rester. C'est très facile de partir dans tous les sens, donc rester concentré demande beaucoup de discipline, je pense. Et c'est principalement là-dessus que je travaille. Ok, ouais, je vois très bien parce qu'en fait, le design, c'est avant tout un métier qui est complexe dans le sens où on interagit avec pas mal de parties prenantes de l'entreprise et je pense que parfois en termes de responsabilité ou de cadrage, notamment quand tu bosses en start-up, tu as pu rencontrer ce genre d'aspect où tu as beaucoup de responsabilités rapidement et parfois voilà, tu vas toucher au code, tu vas toucher aux aspects business sans pour autant que ce soit dans ton scope. Est-ce que c'est ce que tu as pu rencontrer ? Ouais, je pense que principalement, c'est très lié au monde des startups. Généralement, on est embauché pour un domaine en particulier, pour être brand designer, pour être product designer, pour être UX writer. Mais on sait tous que quand on est dans ce genre d'entreprise, ça va beaucoup plus loin que ça. On va prendre beaucoup plus de casquettes. Si je prends un exemple en fait très concret, ça fait 1 an que je suis arrivé chez Memobank. Sauf que j'étais embauché, si tu veux, comme product designer. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça quand on n'est que 2 designers. En fait, on éteint les feux un peu partout, si tu veux. Ça va être de designer des contrats, à faire des business cards, à travailler sur ton produit, réfléchir à toute la partie customer success. Donc, tu touches vraiment un peu à tous les sujets de façon très globale dans l'entreprise. Donc, on ne peut pas juste se considérer, je pense, uniquement comme product designer et ça va un peu plus loin. Et justement, toi, comment tu définirais le rôle de product designer aujourd'hui chez Memo ? Comment on peut définir le rôle de product designer chez Memo ? C'est compliqué de répondre de façon très précise à cette question, sachant que nous-mêmes, on est en permanence évolution. Désormais, ça fait 1 mois qu'on a encore changé un peu d'organisation, où du coup, on a rajouté toute une partie un peu plus stratégique qu'on appelle Customer Experience. Avant, la partie plus côté production, que nous, on appelle Delivery. Et le rôle un peu de cette équipe, c'est principalement de s'assurer que, si tu veux, les sujets, ce soit les bons sur lesquels on bosse, il y aura un vrai impact business pour l'entreprise et pour nos clients derrière. Et le côté delivery, où là, on a vraiment le côté product designer pur,
Ça va être si tu veux prendre des attentions de A à Z, c'est-à-dire que si tu définis, je vais te prendre un exemple peut-être plus concret, mais on a sorti en début d'année ce qu'on appelle des virtual IBAN. On connaît tous le principe, en fait, si tu veux, d'un IBAN qu'on a sur nos comptes bancaires. Le principe d'un virtual IBAN, c'est de pouvoir en créer plusieurs à la volée, de faire en sorte à ce que tes opérations soient plus simplement réconciliées par rapport à ton compte bancaire. Donc, je peux donner un IBAN pour chaque client prédéfini. Et du coup, tout l'argent qui arrive peut être automatiquement catégorisé. Et ça, c'est clairement le travail du product designer. C'est-à-dire que avant, nous, on va définir, de se dire, OK, c'est un vrai sujet sur lequel on veut travailler, c'est quelque chose sur lequel on pense ou on a une vraie valeur ajoutée, qu'on veut que ça devienne une nouvelle norme. Et la partie vraiment delivery, ça va être vraiment comment on va pouvoir le faire. Définir vraiment la fonctionnalité, comment ça va être facile d'utiliser. Après, si tu veux, le product designer, c'est faire ce développement de features, mais il y a aussi toute cette gestion un peu du design system qu'on continue de développer, ou en tout cas de mettre en place aujourd'hui. Donc c'est très vaste malgré tout et c'est très technique, je pense. Ouais, et par exemple, là, quand je me retrouve sur la landing page de Memo, je vois une banque pour les entrepreneurs par des entrepreneurs. Pour toi, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui sur le marché par rapport à toutes les banques qui existent? Parce qu'on voit aussi, c'est un marché qui est quand même très très concurrentiel. Comment vous arrivez à faire la différence? C'est vrai, c'est un marché qui est très concurrentiel et je pense qu'il y a plein d'acteurs sur le marché qui font énormément de bon travail là-dessus. Je pense par exemple à des boîtes comme Spendesk et leur équipe de design, ou même Conto avec Julien et Mathieu qui lead le design là-bas. Il y a plein de monde très talentueux dans ce domaine-là et maintenant c'est à nous de faire la différence. Un des avantages qu'on a par rapport aux autres, c'est qu'on n'est pas considéré comme néobanque parce qu'on a une vraie licence bancaire. Si tu veux, ça, pour le coup, on rentre vraiment en comparaison par rapport à des banques traditionnelles qui ont un pouvoir une amplitude vis-à-vis de tout ce qui est système de paiement et services à fournir qui est plus large qu'une néobanque aujourd'hui. Si tu veux, tu peux fournir des crédits et autres services du même type. Ce qui va nous différencier également, c'est que on a reconstruit tout notre système en interne, ce qu'on appelle le core banking system. C'est vraiment la brique de base de notre système où il y a toute la partie automatisation, sécurité, etc. Et ça nous permet justement de désormais avoir une amplitude dans notre développement qui est beaucoup plus simple. On peut délivrer des nouvelles features en l'espace de 6 semaines qui sont vraiment importantes pour nos clients. Donc on a une vraie rapidité, on contrôle toute la chaîne vis-à-vis de ces opérations, donc on a beaucoup plus de stabilité et on a potentiellement des nouvelles parts de marché qui vont s'offrir à nous prochainement. Super intéressant. Et en termes de test and learn, j'imagine que vous êtes en mode agile et comment ça se passe par rapport notamment au recrutement des bêta-testeurs? C'est une bonne question. Je pense que je l'avais pas trop vu auparavant dans les autres sociétés dans lesquelles j'avais travaillé. Une chose qu'on a toujours mis en place depuis le début, c'est ce qu'on appelle nous en interne des tests in peace. C'est-à-dire que les premiers bêta-testeurs, si tu veux, de notre service bancaire sont toute l'équipe en interne de chez MemoBank. Globalement, toutes les semaines, on a un test in peace qui correspond à un scénario bien précis sur lequel on veut tester en interne, s'assurer que le flow est compréhensible, que tout le monde puisse l'utiliser, qu'on n'ait pas passé à côté de certaines choses avant que ça puisse partir en prod. Et grâce à ça, si tu veux, on a une première brique déjà de retour avec des personnes qui ne sont pas forcément du métier, dans le sens où on peut interroger nos propres comptables, on peut interroger nos sales, nos banquiers. Donc c'est quand même assez vaste. Mais ce n'est qu'une seule brique. Ce qu'on fait à côté, c'est que on est en train, si tu veux, désormais de mettre en place des user research de notre côté. Notamment pour approfondir toute notre partie connaissance dans l'équipe Customer Experience. Ça nous permet vraiment
pouvoir comparer les retours clients ou prospects avec la donnée analytique qu'on va avoir très propre au marché. Et grâce à ça, si tu veux, ça nous permet de donner beaucoup plus d'indications dans nos décisions qui soient très factuelles et qu'on ne soit pas forcément dans l'hypothèse, comme c'est quelque chose de très courant en tant que product designer. Ouais, ok, hyper intéressant. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un projet qui est désormais live sur lequel tu pourrais communiquer? Sur lequel je peux communiquer, je te parlais précédemment justement de tout le système de nos VIBAN. Par la même occasion, en fait, je crois que c'était pendant le même cycle de release ou celui d'avant, on a introduit la possibilité de créer de nouveaux comptes à la volée chez Mobobank, ce qui te permet de, si tu veux, tu as ton compte bancaire principal, mais à côté de ça, tu peux créer de nouveaux sous-comptes. Grâce à ça, en fait, ça peut te permettre de déposer de l'argent. Si tu veux, en tant qu'entreprise, avoir des comptes dédiés pour tes équipes ou avoir des comptes dédiés pour tout ce qui va être la taxe, ta TVA, les impôts. Tous ces sujets-là, globalement, ça peut leur permettre d'avoir une certaine facilité et un certain confort de s'assurer qu'en fait, ils ont gardé l'argent au bon endroit, au bon moment, qu'ils ne vont pas rater des échéances qui devraient absolument être à jour. Donc voilà, on essaye vraiment d'apporter une multitude de produits, d'apporter plus de flexibilité, parce que chaque entreprise, si tu veux, est plus ou moins différente. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent chez Mobobank. On a une diversité d'entreprises qui est très large et qui va beaucoup plus loin que l'espace tech, si tu veux. Et c'est là où on se rend compte où une entreprise ne ressemble jamais vraiment à une autre. Chacun a des besoins très spécifiques, que ce soit des besoins métiers par rapport vraiment à leur cœur de business. Donc, ils vont avoir des tags très personnalisés, si tu veux. D'autres vont avoir un système très simple parce que c'est une petite société, il n'y a que 2 associés. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'autres personnes en collaboration sur leur service bancaire. Et puis, tu vas avoir des sociétés qui vont être beaucoup plus larges, qui vont avoir 100, 200, 300 personnes, qui vont avoir un service comptable, financier. Donc, c'est là où tu as toute une partie collaboration et que tu veux faire en sorte que toutes les personnes qui ont accès à ton compte bancaire n'aient pas forcément les mêmes droits, les mêmes accès. Ok. Et par rapport à toute la partie brainstorming, idéation, comment ça se passe? Toute la partie brainstorming et idéation, globalement, ça a changé. Il y a quand même malgré tout une première chose qui est que au sein de la société, n'importe qui peut créer une nouvelle attention. Dans le sens où si je me rends compte qu'il y a un problème qui doit être résolu par rapport à notre produit, notre service ou tout autre sujet en interne chez Mobobank, de notre côté sur Confluence, si tu veux, on peut rajouter, créer une nouvelle page qui va être créer une nouvelle intention. On a tel problème et voici potentiellement quelques idées sur comment les résoudre. Ça, c'est un peu la base de ce qu'on fait pour chaque idée et chaque projet en interne. Et à partir de ça, en fait, si tu veux, après, il y a des gros sujets de fond qui sont mis et en parallèle, on essaye de traiter également des sujets un peu plus légers, plus simples. Donc, les gros sujets de fond, globalement, sont définis un peu par l'équipe Customer Experience. C'est des choses sur des gros sujets, on arrive à les voir à plusieurs mois à l'avance parce que ça prend du temps, parce qu'il y a des choses à définir en amont avant que ça puisse aller vite par la suite. Et puis, justement, il y a ces petits sujets où là, c'est la prod qui est totalement libre de choisir si elle veut la faire passer en priorité ou pas, en fonction de leur temps disponible. Ouais, ok, je vois. Donc tout le monde est vraiment impliqué dans ce process et j'imagine que ouais, c'est stimulant aussi de se dire qu'on peut être à l'origine d'une nouvelle feature. Donc ça, c'est plutôt cool. Si on revient un peu plus sur ton expérience passée chez Algolia, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton scope, de justement les divergences qu'il peut y avoir par rapport à ton poste actuel et l'évolution? Ouais, bien sûr. Pour la petite histoire, chez Algolia, j'ai pas réussi à être embauché du premier coup. Il m'avait refusé une première fois. Et je crois que 6 mois après, je voulais vraiment travailler chez eux. À l'époque, pour moi, c'était soit je passais en freelance ou soit je travaille chez Algolia.
Et j'étais pas encore totalement prêt à travailler en freelance. Donc, j'ai réinsisté 6 mois après avec une nouvelle candidature, en leur expliquant que je pense que je peux faire mieux que ce que j'ai pu faire la première fois et que j'espère avoir ma chance. Ce qui s'est passé, et très, très content de cette occasion. Du coup, j'ai pu travailler chez eux pendant 1 an. Là où mon travail est différent par rapport à aujourd'hui, je pense, c'est que j'étais dans un moment où je portais énormément d'attention sur la collaboration entre designers et développeurs. C'est une époque où il y avait, je pense déjà, beaucoup de sujets autour des design systems, même si c'était pas encore aussi commun que ça ne peut l'être aujourd'hui. En 2015-2016, c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de sujets autour des design systems, et je pense notamment, il y avait un des talks très, très tôt, c'était peut-être en 2012 par Kyle League, qui à l'époque travaillait au Guardian, où du coup il parlait énormément de la collaboration entre les designers et les développeurs, le fait d'avoir un langage commun. Donc ça sous-entend que si tu veux, de la façon dont tu peux travailler dans ton logiciel de design, tu puisses avoir des points communs sur comment les développeurs vont l'intégrer. Ça peut être par rapport à des design tokens, le fait de les renommer de la même façon d'un côté comme de l'autre. Et ça facilite, si tu veux, derrière les échanges. Parce que quand tu parles de gris, tu peux avoir 50 grilles dans un produit, ou si tu as plusieurs produits, donc ça peut être très vaste. Alors que si tu vas parler du gris principal, globalement, ça va être très clair pour tout le monde. Mais après, chacun sa nomination. Ouais, c'est un peu comme c'était les prémices, j'imagine, de l'élaboration d'un design system. Ouais, totalement. Ouais, et ça, je pense que ça a vraiment été game changer aussi pour la collaboration entre les équipes et ce qui est aussi la montée en puissance de Figma qui est aujourd'hui très utilisée. Tu bosses sur Figma, toi? Ça a été un sujet un petit peu tendu à un moment. Ouais. On bosse désormais sur Figma, c'est-à-dire qu'on est en train de finir cette transition. Je travaillais déjà sur Figma auparavant. Arrivé chez Mobank, on est arrivé sur Sketch. Je voulais faire passer Figma, mais bon, c'est vrai que quand tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec Figma, on a de quoi se poser des questions. Et puis quand tu as un process en fait qui fonctionne déjà bien avec Sketch et Abstract, tu peux te poser la question sur quel est l'impact réel de passer sur un nouveau process qui va impacter, qui va avoir des changements, si tu veux, sur la façon dont ton équipe travaille. Donc on a pris le temps de se poser les bonnes questions, et finalement on est arrivé au point où du coup Figma se trouve être la bonne solution pour nous et sûrement pour le futur de notre équipe. Yes. Et est-ce que tu peux nous parler de plus en détail d'un projet chez Algolia? Un projet chez Algolia. Chez Algolia, j'ai travaillé énormément à cette époque-là sur des landing pages. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade de la société où il y avait énormément de petits projets qui se lançaient en parallèle. Ça peut être notamment, ils ont toute une partie qui est liée aux documentations pour les devs, c'est DocSearch. Et du coup, c'est plein de petits projets qui souvent sont partis d'une idée un peu personnelle des développeurs en se disant, et qui ont grossi au sein de l'équipe et finalement qui sont devenus de vrais projets, de vrais produits pour la société à ce moment-là. Donc on avait plein de petits sujets comme ça où du coup on avait des gros besoins de marketing parce qu'on a besoin de visibilité et il y avait des besoins de cohérence à travers toutes ces landing pages également. Mais bon, si tu veux, moi j'ai jamais été brand designer. Je savais qu'il y avait des besoins de marketing, sauf qu'il s'est trouvé que les besoins de marketing étaient supérieurs aux besoins de produits à ce moment-là. Et personnellement, je voulais un peu plus faire de product, ce qui du coup m'a amené par la suite à mon expérience de freelance. Mais ouais, c'était vraiment le plus gros de notre métier à ce moment-là. Et je pense que finalement, la meilleure réussite que j'ai pu avoir là-bas, c'était peut-être le recrutement de Sébastien Navizet, qui aujourd'hui est creative director chez Algolia. C'est une fierté de voir qu'en fait, quand tu as un mec qui s'est autant démené et arrive à l'idée toute une entreprise comme Algolia, qui aujourd'hui, je sais pas, ça doit être 300, 400 personnes peut-être. Ce qui est ouf aussi, c'est de se dire que directement après ça, tu as eu cette expérience en tant que free
Quel a été le déclic? Le déclic, c'est que ça faisait déjà un peu plus d'1 an que j'y réfléchissais de mon côté. Bon, après, je travaillais chez Algolia, j'avais pas de vrais besoins à ce moment-là, mais je sais pas, je pense que je suis arrivé au bout d'un moment en me disant je veux vraiment faire du produit et à plein temps, et c'est le bon moment pour moi. Je pense que je suis arrivé à un moment où j'étais assez mûr dans ma tête, que j'avais déjà fait mes recherches sur également comment passer en freelance, parce que je prenais pas ça à la légère en me disant que si je passe en freelance, je veux pouvoir en vivre correctement, que ça se passe bien. Donc j'ai essayé si tu veux, de parler à pas mal de monde autour de moi, notamment des anciens collègues qui, eux, étaient passés freelance. Donc ça permettait d'avoir pas mal de retours et de petits tips sur quelles sont les choses à faire attention, etc. Et suite à ça, t'as lancé également un studio. En fait, j'aimerais savoir quel a été l'apport par rapport à tes expériences passées pour te lancer en freelance et jusqu'à monter un studio. Je pense que je me suis basé principalement de mon expérience produit à la base et un peu du réseau que je me suis construit. On peut penser tout le bien et tout le mal qu'on veut de Twitter. Pour ma part, en tout cas, ça a pas mal changé ma vie parce que j'ai trouvé mes appartements, j'ai trouvé énormément de travail via toute cette communauté que j'ai pu développer. Enfin, j'aime pas parler de communauté, c'est juste tu échanges avec des personnes. C'est de la bienveillance de mon point de vue. Et du coup, tu arrives à développer de nouvelles relations et au bout d'un moment, en fait, il y a toujours ce côté où ça revient de ton côté quand tu en as besoin parce que tu as fait les bonnes choses qu'il fallait les années précédentes, tu as eu les bons mots, où tu es parti en bonne relation avec telle entreprise et finalement ça te suit derrière et ce sont des personnes qui sont prêtes à se réengager avec toi. Mon premier client en tant que freelance, c'était mon ancien manager 2 ans auparavant, si tu veux. Donc c'est plein de petites choses où je pense que tu as besoin de travailler sur toi, travailler sur tes relations de façon professionnelle, sans forcément être focus ou quoi que ce soit, c'est juste être toi, être simple. Les personnes avec qui tu t'entends bien, fais en sorte de rester en relation avec eux et simplement construire des relations qui, à travers le temps, en fait, te seront bénéfiques d'une façon ou d'une autre. Mmh. Mais ouais, c'est marrant de se dire que ce réseau social peut apporter autant et que c'est tourné vraiment aussi sur, parce qu'en fait, on a tendance à assimiler, Twitter avec aussi pas mal de haters et ce genre de choses, mais comme tu l'as dit justement, il y a aussi ce côté bienveillance et c'est un peu comme nourrir un blog, créer du contenu, mais bon, là, en l'occurrence, c'est du micro-contenu. Mais c'est vrai que oui, c'est une, je trouve que c'est une approche comme une autre finalement d'entretenir son réseau. Ouais, il y a de tout. C'est un peu comme le monde à l'extérieur, en dehors de l'ordinateur. Ouais. Il y a de tout, il faut savoir filtrer soi-même et pour savoir ce qui nous correspond. Mais en tout cas, sur mon expérience en freelance, j'ai trouvé énormément de clients de cette façon-là. Puis après, ça fait travailler, si tu veux, le bouche à oreille. Donc ça devient encore plus simple pour toi. Et pour revenir, tu parlais de mon expérience justement avec la création de Mana Studio. C'est en travaillant en freelance, si tu veux, je travaille avec une agence américaine qui s'appelle TM à San Francisco, qui eux travaillent très régulièrement avec des product designers en freelance pour travailler sur des projets de 3 à 4 mois de façon indépendante. Et j'ai rencontré, si tu veux, à ce moment-là, un autre Français qui, lui, vivait à Berlin. Donc Florian, mon ancien associé, avec qui on s'est super bien entendu en tant que freelance à cette époque-là. Si tu veux, on se partageait déjà très régulièrement nos designs par chat, histoire de se donner du feedback, de se dire qu'est-ce que tu en penses, où est-ce que tu penses que je pourrais faire mieux par rapport à tel sujet. Et ça nous a permis de voir que, si tu veux, on était complémentaires tous les deux et qu'on arrivait à se faire grandir. Et puisque, si tu veux, ça marchait bien de façon individuelle pour nous, le freelance, on s'est dit, pourquoi pas essayer de monter quelque chose ensemble. On savait que on était tous les deux passionnés de sport, de jeux vidéo, notamment au niveau compétitif. Et c'est toute une industrie qui est en train d'évoluer et même d'exploser, qui va devenir très prédominante, je pense, à terme.
Et il y a un vrai besoin de design. Ils sont à une étape où le design n'est pas aussi mûr que ce qui peut l'être dans l'industrie de la tech. Et on s'est dit, pourquoi pas monter justement quelque chose là-dessus et proposer notre service, notre expérience de freelance, mais également d'avoir travaillé sur des produits précédemment pour les offrir justement à cette industrie. Après, pour ne rien cacher, ça a été plus compliqué que prévu. Dans le sens où quand tu sors de l'industrie dans laquelle tu as tes propres contacts, rentrer dans une nouvelle industrie sans aucun contact est beaucoup plus compliqué. Tu te prends beaucoup de portes, les opportunités de business se font rares, donc c'est pas simple, ouais. Ouais, non, mais j'imagine, parce qu'en fait, tu t'attaques à quelque chose qui est un peu de l'ordre du fantasme, puisque c'est quelque chose sur lequel vous étiez tous les deux passionnés. Mais au final, comme personne n'avait le pied dedans, j'imagine que c'est compliqué de construire autour de ça. Mais malgré tout, je te rejoins sur le fait que dans ces secteurs-là, moi, je pense surtout beaucoup à la 3D en ce moment, avec tout ce qui se passe sur Twitch, avec tout ce qui se passe même avec l'arrivée, là, ça vient de sortir les Bitmoji en 3D. Ouais. Quel est ton regard aujourd'hui sur cet aspect-là? Je pense que la 3D va prendre de plus en plus de part dans le design au fur et à mesure. Quand on pense notamment à l'émergence qu'il y aura tout autour de la réalité virtuelle, c'est vrai qu'on est encore à des stades qui sont très moindres par rapport au potentiel qu'ils ont. Aujourd'hui, c'est pas encore hyper développé, bien que ce soit quelque chose qui prenne de plus en plus de place, notamment dans le branding. C'est quelque chose, ça a un vrai impact et ça apporte quelque chose de plus, de différent qu'on n'avait pas vu auparavant de ce point de vue-là. Donc pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. Après, il faudra faire attention également. Il y a un peu toutes ces histoires. Si on rentre dans des scénarios un peu la Black Mirror, où là, ça peut devenir... Tu vois un peu l'autre côté de la face cachée, si tu veux, où tu dis, bon, il faut malgré tout faire attention à toute cette partie réalité virtuelle et les impacts que ça peut avoir, notamment sur les personnes. Mais le potentiel qu'il y a derrière tout ça est énorme, je pense. Et on est vraiment qu'au début. Ça changera énormément, ça évoluera beaucoup. Et le côté 3D designer, c'est sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un qui maîtrise ça, il a un avenir assez fou devant lui, quoi. C'est un vrai plus sur ton CV. Ouais, totalement. Et toi, du coup, tu as pu l'expérimenter ou pas encore? Très peu, pour être honnête. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, mais comme tout plein de sujets, il y a énormément de sujets sur lesquels il faut s'intéresser et il y a très peu de temps à y dédier généralement. Donc j'ai essayé de faire mes propres petits tutoriels, si tu veux, comme apprendre à utiliser ces 4D. J'avais déjà pris un petit peu en école à faire de Photoshop et compagnie, donc on mixe plusieurs connaissances et on essaie d'expérimenter, mais c'est clair que je pourrais faire beaucoup plus que ce que je ne fais actuellement. Par rapport à ton retour, du coup, au salariat, comment ça s'est passé? Quelle a été justement la transition? La transition a été assez compliquée, pour rien te cacher. Si tu veux, février, mars, avril 2020, on a pris la décision avec Florian d'arrêter le studio parce qu'on était en train de consommer notre argent personnel et au bout d'un moment, si tu veux, on s'était mis une barrière en se disant que si on n'a pas de nouvelles opportunités à ce moment-là, on mettrait à terme au studio. Il y a eu quelques mois où du coup le Covid est arrivé à ce moment-là et il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées dans la tête. Est-ce que je retourne en freelance? Ce qui était un peu l'idée principale que j'avais à la base. Mais le freelance plus le tout début du Covid, où les entreprises sont un peu perdues parce que tout le monde n'était pas préparé et apte à travailler en remote, ça a changé beaucoup de choses d'un point de vue business, même si ça s'est régulé un petit peu plus sur les mois suivants. Et donc, j'en ai profité pour me prendre quelques temps pour moi, pour me poser les bonnes questions. Et finalement, c'était arrivé fin mi-juin. Je me suis dit, je vais retrouver... j'ai envie de revenir en tant que salarié, parce que le freelance, ça a ses avantages, mais comme ça a ses inconvénients, dans le sens où tu ne peux pas travailler dans le fond vraiment sur les produits. Généralement, tu vois très rarement
l'après-release de ce que tu as pu faire. Donc, tu n'as pas accès à toutes les données sur comment les utilisateurs trouvent justement cette nouvelle feature. Est-ce que ils la comprennent? Est-ce qu'ils l'utilisent de la façon dont c'était prévu? Toute la partie analytics, on ne l'a pas du tout en tant que freelance, ou c'est très rare. Donc, j'avais envie de retourner vraiment un peu sur un produit pour travailler sur le long terme dessus, en disant, voilà, réfléchir de façon globale à tout un produit, ses fonctionnalités, son avenir, sa vision, vraiment. Et du coup, c'était un pari, plus de revenir en tant qu'employé qu'autre chose, parce que mentalement, j'étais pas prêt du tout. Je pense que le passage de employé à freelance, finalement, est beaucoup plus simple que le passage de freelance à employé. Ah ouais? Quand ça fait 3 ans que tu es freelance, en fait, et que ça s'est bien passé globalement, tu n'as pas envie de revenir en tant qu'employé. Parce que ton calendrier, tu le gères de la façon que tu veux, tu n'as pas spécialement de boss autour de toi, c'est plus de la gestion client que tu dois faire qu'autre chose. Globalement, ouais, tu as le vrai sens de liberté d'un point de vue du freelance, qui est totalement différent de la partie employé, où finalement, quand j'y réfléchis aujourd'hui, en tant qu'employé, j'ai l'esprit assez libre, en fait, une fois que j'ai fini ma journée. Même si ça m'arrive énormément de penser au travail par la suite. Ça, c'est un peu les défauts de nos métiers. Mais si tu veux, je sais que je peux reprendre mon travail que le lendemain et ça ne posera aucun problème. En tant que freelance, ça peut être potentiellement plus compliqué si tu t'en engages sur tes deadlines. Ta priorité, c'est de t'assurer de maintenir ces deadlines et d'être dans les temps. Non, totalement. C'est vrai que en termes de lifestyle, on va dire, c'est pas la même chose. Et oui, tu as plus l'esprit tranquille. Mais bon, c'est vrai que c'est deux choses qui sont quand même différentes. C'est intéressant de voir le cheminement et de se dire qu'en fait, il n'y a pas non plus forcément on voit la vie d'une certaine façon, mais au final, c'est parfois pas plus mal d'évoluer en fonction de ce qu'on veut faire par la suite, de ses objectifs. Donc, c'est plutôt positif, en fait, finalement, de se dire que les choses sont pas figées et qu'on peut toujours faire un an là, une autre année ici, et puis se rendre compte que c'est mieux autrement, quoi. Ouais, tout à fait. Dans le sens où c'était à partir du moment où j'ai une envie personnelle en me disant je veux absolument devenir freelance et au moins tester une fois dans ma vie, c'est quelque chose que je vais faire en disant voilà, je sais que j'ai envie, je veux le faire, donc du coup je vais travailler pour arriver à cet objectif. Et puis après, si ça me plaît pas à long terme, aucun problème, tu as pris l'expérience que tu peux. Pour le coup, le côté freelance m'en a appris énormément parce que j'ai dû travailler avec, je sais pas, à peu près 10-12 clients sur des projets de 3 à 4 mois en moyenne. Et c'était à chaque fois sur des produits totalement différents. Donc, tu prends énormément de connaissances dans diverses industries, que ce soit de la médecine, que ce soit du machine learning, que ce soit de la finance, que ce soit du e-learning, ou même j'ai travaillé avec Shine, du coup, sur leur partie bancaire. C'est énormément de sujets où tu amasses énormément de connaissances et derrière, t'en ressors grandi, ne serait-ce que pour tes expériences futures, parce que tu as vu plusieurs fonctionnements d'entreprise, tu vois plusieurs projets, comment ça s'est passé. Et du coup, par la suite, tu arrives à voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, tu vas essayer de recréer de toi-même un modèle en reprenant les meilleures parties, les meilleures expériences que tu as pu vivre, passer, pour essayer d'avoir un modèle qui finalement te convient le plus par la suite. Est-ce que tu aurais des recommandations en termes de lecture ou voilà, comment tu fais un peu ta veille sur les dernières tendances, que ce soit expérience utilisateur ou même UI? Je suis pas forcément un grand lecteur. Je l'ai été par le passé et finalement j'ai un peu lâché tout ce qui est autour des livres, même si je pense que c'est une erreur. Mais quand tu as besoin de temps, tu vas un peu à l'essentiel. Finalement, comment je fais un peu ma recherche, c'est je dois passer une demi-heure chaque matin où je regarde un petit peu ce que j'ai vu passer ou ce que j'ai mis de côté sur Twitter. Notamment, tu peux regarder des sites qui sont un peu des curateurs du style Sidebar,
Mais il y en a plein d'autres, il y a des Web Designer News, ou sinon il y en a où ça se passe sur des Slack directement. Donc tu essayes de prendre un petit peu toutes les infos, tu les prends quand tu es disponible, quand tu as un petit peu de temps. Et à côté de ça, je fais un peu la même chose côté interface vis-à-vis de Dribbble. C'est assez antinonyme, je pense, avec Dribbble, dans le sens où il y a énormément de choses qui sont très shiny, mais très peu fonctionnelles. Mais si tu arrives à creuser et passer outre en fait cet écran-là, finalement, en faisant des très bonnes recherches, ou que ce soit des recherches par composants ou par des thématiques qui t'intéressent, on peut arriver à trouver énormément de ressources dessus. Au moins, ça peut te donner d'autres liens pour aller sur des sites externes qui peuvent être leur portfolio, ou voir sur leur Twitter, là où ils peuvent communiquer peut-être un peu plus, ou sur Instagram. Et ça t'ouvre à d'autres dimensions, je pense, d'un point de vue recherche. La question de la fin, quel serait ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design ? Personnellement, je vais dire ce que j'ai fait parce que pour moi, ça a bien marché. J'ai commencé le design en copiant les choses, dans le sens où je pouvais prendre des screenshots de sites que j'aimais bien et j'ai essayé de les refaire de moi-même directement sur mon outil de design. Et ça m'a permis à apprendre, je pense, certaines bases, ne serait-ce que pour comprendre quelles sont les normes utilisées à travers les différentes industries, quels sont les composants, la manière dont c'est placé, comment ils utilisent leur typographie. On en apprend énormément des autres et je pense que si on peut même creuser un peu plus loin, la partie communauté de Figma est sûrement un très bon exemple là-dessus, dans le sens où tu peux vraiment aller prendre des fichiers d'autres designers qui pour le coup, eux, sont très expérimentés et regarder, analyser comment eux, ils ont fait leur projet, comment ils ont organisé leurs layers, comment ils ont mis les choses en place, comment marche leur système de spacing. Ce serait mon conseil aujourd'hui, je pense. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Antoine pour cet échange. Merci encore à toi. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast. J'en profite pour vous annoncer la sortie de ma newsletter dans laquelle je relaye des infos sur le product design et management ainsi que sur le digital en général. hémisphairedroit.substack.com.